À un certain moment, Internet a cessé d'être un lieu de rencontre pour des gens du monde entier et s'est transformé en un bureau d'enquête virtuel, la plus grande agence de détectives du monde. Dans les cas où les autorités se retrouvent dans une impasse, des inconnus en ligne utilisent la section des commentaires, prouvant que la justice ne vient pas toujours d'une personne portant un insigne, mais parfois d'un fil de discussion qui ne lâche pas l'affaire. Numéro 10. C'était en 2006 quand Abraham Lee Shakespeare, un habitant de Floride, a mis la main sur un ticket de loterie gagnant. C'était le 15 novembre de cette année-là, lorsque le ticket d'une valeur de 30 millions de dollars a été vendu dans une supérette locale à Frostproof en Floride. Abraham et son collègue Michael Ford se sont arrêtés dans cette supérette pour acheter des boissons et des cigarettes avant leur voyage en voiture vers Miami. Abraham achèterait également 2 billets de loterie, dont l'un serait gagnant. Ford finirait par exiger une part du jackpot, 1 million de dollars pour être exact, mais Abraham a refusé. Ensuite, les collègues ont entamé un long litige qui s'est conclu par la victoire d'Abraham, avec 17 millions de dollars à la clé. Cet argent lui a permis de quitter le quartier ouvrier de Lakeland et d'emménager dans une résidence sécurisée. Abraham allait ensuite faire plusieurs achats luxueux, dont une Nissan Altima et une montre Rolex. Même s'il était désormais un citoyen riche, il était loin d'être heureux. En fait, il exprimait sa frustration face aux sollicitations constantes pendant des mois, venant d'amis et d'inconnus. Il a dit « J'aurais préféré être fauché ». C'est 3 ans plus tard, le 9 novembre 2009, que la famille d'Abraham le déclara disparu, affirmant ne pas l'avoir vu depuis plus tôt dans l'année. Ils espéraient qu'il avait pris son argent et vivait luxueusement sur une plage caribéenne. Mais malheureusement, ce fantasme était bien loin de la réalité. L'histoire d'Abraham, le gagnant disparu de la loterie de Floride, s'est vite répandue sur Internet. À l'époque, de nombreuses communautés Internet étaient déjà dédiées aux personnes disparues et aux affaires criminelles. Un forum où l'on parlait beaucoup d'Abraham était Web Sleuths, appartenant à l'artiste de voix of Tricia Griffith. Web Sleuths réunit les utilisateurs pour échanger sur leurs théories et découvertes liées à des affaires criminelles réelles. C'était le cas pour cet homme disparu. Une utilisatrice, Cindy Parrott, qui utilise le pseudonyme Sleuthster, s'est particulièrement intéressée à l'affaire et a commencé à enquêter en profondeur. Au début, elle pensait comme tout le monde qu'Abraham menait une vie heureuse, où personne ne savait le trouver. Mais en apprenant qu'au moment de sa disparition, il était père d'un jeune enfant et très proche de sa mère, Cindy a reconsidéré sa position. La détective amateur sur Internet a commencé à établir des liens avec la famille et les amis alors qu'elle tentait de résoudre l'affaire. C'est à travers ses proches qu'elle entendait sans cesse revenir un nom, Doris D. Moore, la partenaire d'affaires d'Abraham. Les enquêteurs du web ont découvert que Moore était propriétaire d'une entreprise appelée American Medical Professionals et possédait maintenant la maison à 1 million de dollars de l'homme disparu. Moore publiait des photos d'elle sur les réseaux sociaux, menant une vie luxueuse dans la maison d'Abraham, attirant ainsi l'attention des détectives en ligne. Les enquêteurs non officiels ont compilé leurs découvertes et les ont publiées sur Web Sleuths, répertoriant Moore comme un personnage suspect. Les publications ont rapidement attiré l'attention d'un ancien détective du comté de Polk, David Clark, et bientôt la police a commencé à enquêter sur elle comme suspecte possible. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il découvre qu'elle avait effectué un paiement à un homme nommé Greg Smith, qui avait passé un appel téléphonique en prétendant être l'homme disparu. Smith allait ensuite devenir un informateur de la police, se rapprocher de Moore et finalement conduire les enquêteurs à une dalle de béton enterrée sur la propriété de Doris Moore. La dalle a été déterrée et examinée, révélant les restes d'Abraham Shakespeare enfermés à l'intérieur. Les enquêteurs amateurs en ligne ont été essentiels pour résoudre cette affaire. Sans leurs compétences sur Internet, elle serait restée non résolue et Moore aurait pu rester libre. Numéro 9. C'est le célèbre artiste néerlando-américain Willem de Kooning qui a créé une peinture à l'huile exceptionnelle de style expressionniste abstrait intitulée Woman. Une installation de cette série d'œuvres d'art était l'œuvre Womanosher, créée en 1955, qui représente une figure féminine sous une forme abstraite. Plusieurs années après l'achèvement de l'œuvre, Womanosher serait acheté par un riche collectionneur des États-Unis. Il l'offrit plus tard au musée d'art de l'Université de l'Arizona, à Tucson, où il passait ses vacances. Le collectionneur a fait don du tableau à une seule condition. Le musée n'était pas autorisé à le vendre ou à le donner, même lorsque la valeur des tableaux de Kooning a commencé à augmenter, certains de ces tableaux atteignant 100 millions de dollars au XXIe siècle. Cependant, cette condition n'a pas empêché le musée de le prêter à des expositions itinérantes.
Woman allait voyager à travers le monde jusqu'en Europe de l'Est. En 1985, l'œuvre précieuse a finalement retrouvé sa place au Wama, d'où elle allait devenir le malheureux objet d'un vol. Des voleurs non identifiés sont entrés au musée après Thanksgiving et l'ont découpé de son cadre. Les enquêteurs pensaient que les auteurs étaient un couple et ont établi leur portrait robot. Les portraits robots ont été diffusés dans toute la ville dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtrait le couple de criminels. Mais malheureusement, personne ne les a jamais reconnus. Et bientôt, le mystère de Woman s'est estompé, ne refaisant surface que sporadiquement dans des podcasts dédiés au mystère. En 2017, David Van Ocker a appris qu'une vente de succession avait lieu dans une maison juste à l'extérieur de Silver City, au Nouveau-Mexique. David, copropriétaire d'un magasin de meubles et d'antiquités, comptait sur la vente de succession pour acquérir plus de produits à vendre. Il a fini par payer 2000 $ pour une collection d'objets ayant autrefois appartenu à Jerry et Rita Alter, d'anciens employés de l'école publique. Jerry était un peintre du dimanche et le couple était connu pour avoir voyagé dans 120 pays pendant leurs années d'aventure. L'un des achats était une peinture autrefois suspendue au-dessus de la porte de la chambre du couple. David l'a ajouté à son magasin et les clients s'y sont vite intéressés. Un client a offert plus de 200 000 $ pour cette œuvre, soulignant que sa grande qualité et son authenticité pouvaient lui donner de la valeur. David et les copropriétaires ont décidé d'enquêter davantage. Ils ont publié des images de la peinture en ligne pour obtenir des informations. Suite à une piste concernant le vol d'une œuvre d'art survenue environ 30 ans plus tôt, ils se sont rapidement tournés vers Google et ont trouvé un article sur Woman qui présentait également une image de la pièce volée. Les propriétaires du magasin d'antiquités ont compris qu'ils possédaient un chef-d'œuvre et ont contacté le musée. David a été chargé de retirer la peinture de son magasin, le musée a organisé sa récupération. Il a vite été confirmé qu'il s'agissait de Woman et que les voleurs étaient les propriétaires, Jerry et Rita Alter. Numéro 8. C'est au début des années 2000 que plusieurs pseudonymes, remontant à une seule personne, ont circulé sur Internet et dans des salons de discussion où se retrouvaient des utilisateurs sans méfiance et vulnérables. La personne derrière les profils Lido, Camidi et Falcon Girl était censée être une femme d'une vingtaine d'années souffrant de dépression. Elle a parlé à des dizaines de personnes pendant 5 ans, après quoi beaucoup d'entre elles finiraient par mourir prématurément sous la contrainte. Lidao, dont le profil l'a présentée comme infirmière, avait conclu divers pactes suicidaires avec des personnes déjà en difficulté sur Internet. L'une des victimes était Mark Drybrook, de Coventry, en Angleterre. Mark, un technicien informatique de 32 ans, venait de subir une dépression nerveuse suivie d'une dépression lorsqu'il a rencontré Lee dans l'un des salons de discussion en 2005. Les deux hommes avaient discuté pendant 2 mois, période durant laquelle Lee a commencé à pousser Mark vers la mort. En juillet de cette année-là, Mark fut retrouvé mort chez lui, suite à la coercition d'un pseudonyme sur Internet. Lidao allait ensuite se lier d'amitié avec une jeune femme nommée Nadia Kadjouji, qui serait tombée dans un état dépressif après avoir quitté son domicile pour étudier à l'université Carleton à Ottawa, en Ontario. En avril 2008, ses restes ont été retrouvés dans la rivière Rideau, et une enquête interne a révélé que Lidao l'avait poussé à un acte autodestructeur par le biais du même pacte que le pseudonyme avait conclu avec Mark. Pendant des années, Lidao était apparu sur le radar, lié à des personnes décédées qui semblaient avoir été poussées à l'impensable. Mais les autorités restaient perplexes en essayant de déterminer l'identité derrière ces profils. Pendant ce temps, Celia Blay, une enseignante britannique à la retraite, s'était retrouvée happée par la même quête. En novembre 2006, elle vivait dans le Wiltshire, en Angleterre, quand une jeune amie lui a appris qu'elle avait conclu un pacte avec une jeune infirmière. Blay, espérant sauver son amie, a enquêté sur Lidao et publié des avertissements sur les réseaux sociaux dans les salons de discussion. La détective amateur allait également identifier 2 autres profils appartenant à la même personne, Camidi et Falcon Girl. L'enquête de Blay l'a entraîné dans le dark web, où cette personne organisait la mort des victimes juste devant leur webcam. Pendant les mois suivants, elle allait recueillir des preuves de ses activités à travers ses salons de discussion, les victimes survivantes et les informations en ligne. C'est en 2008 que Blay et son ami Catlow ont monté une opération d'infiltration pour prendre Lee sur le fait et la dénoncer aux autorités. Le duo, se faisant passer pour 2 personnes en détresse mentale, a gagné la confiance de Lee via les salons de discussion. Lors de leurs échanges, ils ont découvert de nombreuses informations sur cette personne, dont son adresse IP et sa résidence au Minnesota.
Les informations ont été transmises aux autorités compétentes et le nom de William Francis Milger Dingle est apparu. Grâce aux efforts en ligne de Blay et de son ami, le même département de police de Saint-Paul et le groupe du Minnesota sur les crimes sur Internet contre les enfants ont ouvert une enquête contre Lee Dao, qui était en réalité un homme marié d'âge moyen et ancien infirmier auxiliaire diplômé. L'enquête qui a suivi a révélé que Milger Dingle avait contraint des personnes vulnérables à l'autodestruction. Avec l'aide de l'adresse IP et du domicile obtenu par les enquêteurs amateurs en ligne, le coupable a rapidement été retrouvé, arrêté et condamné pour 2 chefs d'accusation, bien qu'on pense qu'il soit responsable d'au moins 5 morts provoquées avec son aide. Numéro 7. En septembre 2008, un adolescent faisait du vélo dans la capitale animée du nord des Pays-Bas, la ville universitaire connue sous le nom de Groningue. Soudainement, l'adolescent a été brusquement arrêté et tiré de son vélo par 2 inconnus. Les inconnus allèrent le voler, prenant 165 € dans ses poches, ainsi que son téléphone portable. Sans caméra de sécurité ni habitant aux alentours pour être témoin de l'événement, le garçon s'est retrouvé sans son vélo, son argent et son téléphone. Il a ensuite signalé l'incident à la police néerlandaise, qui n'a rien fait faute de preuves ou de témoins. Les mois suivants, le vélo resta introuvable et les hommes restèrent inconnus. Durant ces mois, le garçon au cœur brisé a continué à chercher des indices pour élucider sa propre affaire. En mars de l'année suivante, à sa grande surprise, la fonction Street View de Google Maps a mis à jour le paysage correspondant à la date et à l'heure du vol. En mars 2009, la victime a de nouveau appelé le commissariat, cette fois avec des preuves du crime. Google Maps Street View avait capturé le moment même où l'événement s'est produit. La photo le montrait avec les 2 hommes supposés être ses agresseurs. Les photos venaient d'être prises par une caméra spécialisée montée sur une voiture, peu avant le crime. Le seul souci était que les visages avaient été floutés pour des raisons de confidentialité. Les procureurs allaient demander officiellement à Google les photos originales. L'entreprise a accédé à la demande après que les enquêteurs ont insisté que cela aiderait à résoudre un crime. Les détectives de la brigade des vols allaient analyser les images et identifier aussitôt les auteurs. Les hommes étaient des frères jumeaux néerlandais de 24 ans qui ont ensuite été retrouvés, arrêtés et condamnés pour avoir dépouillé la victime. Mais leurs identités n'ont jamais été confirmées publiquement, même si l'image floutée de Google a été rendue publique. Numéro 6. Michelle Marie Martinko est née à Cedar Rapids, dans l'Iowa, la cadette de 2 filles. Elle a fréquenté le lycée Kennedy de Cedar Rapids et était très estimée par les responsables de l'école. Michelle était une élève au-dessus de la moyenne et une artiste talentueuse de l'équipe de Majorette. Elle a aussi joué dans des pièces de théâtre et chanté dans des chorales. Elle avait peu d'amis à l'école, beaucoup l'expliquant par la jalousie envers sa beauté. La jeune femme prévoyait d'étudier le design d'intérieur à l'université d'État de l'Iowa. Hélas, la jeune femme de 18 ans fut victime d'un crime odieux avant de réaliser ce rêve. Michelle était en terminale au lycée quand elle a été prise pour cible. C'était la nuit du 19 décembre 1979 lorsqu'elle a assisté à un banquet au Sheraton Inn. Après le banquet, elle a invité une coéquipière de l'équipe de Majorette à faire du shopping au centre commercial Westdale où elle travaillait aussi. Mais après que sa famille soit restée sans nouvelles d'elle pendant un certain temps après ce voyage, ils ont commencé à s'inquiéter. Pensant qu'elle était sûrement au centre commercial, ils sont partis la chercher. Effectivement, une Buick Electra appartenant à la famille Martinko a été retrouvée sur le parking du centre commercial. Une enquête plus approfondie de la scène révélerait le corps sans vie de Michelle, effondré sur le siège passager, présentant 29 blessures au visage, au cou et à la poitrine, ainsi que des blessures de défense, aux mains et aux bras. L'affaire manquait de preuves solides et chaque suspect envisagé avait été innocenté peu de temps après. Même après la diffusion d'un portrait robot d'un suspect potentiel, cela n'a donné lieu à aucune piste. Sous hypnose, 2 témoins décriraient l'agresseur comme un homme caucasien à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Il mesurait environ 1,80 m et avait les yeux marrons et les cheveux bruns bouclés. En moins d'1 an, la police interrogea plusieurs personnes, mais aucun indice ne permit d'identifier le responsable du crime. L'affaire est restée sans suite. L'affaire fait ensuite un bond de 27 ans jusqu'en 2006, lorsqu'un enquêteur sur les affaires non résolues du service de police de Cedar Rapids a réexaminé le dossier et a trouvé ce qu'il pensait être un élément négligé. Le dossier contenait ce qu'on pensait être un liquide biologique de l'agresseur, sans doute récupéré lors de la défense de Michelle. À partir de l'échantillon, la police a pu établir un profil ADN partiel, qui a ensuite été saisi dans le système combiné d'indexation de l'ADN en ligne.
Pendant plusieurs années, l'affaire est restée en suspens jusqu'en 2017 lorsque l'équipe de phénotypage ADN s'y est intéressée. Grâce uniquement aux indices ADN présents dans des bases de données en ligne, l'équipe a pu reconstituer une apparence faciale potentielle et l'ascendance. Le croquis représentait un homme très différent de la description des témoins. L'image a été diffusée sur Internet, générant plus de 100 pistes dans une affaire qui était restée non résolue pendant 4 décennies. L'un des témoignages provenait d'un ancien camarade de classe qui affirmait que le visage ressemblait à celui d'un autre élève, un camarade qui avait déjà été innocenté par la police. En 2018, la même entreprise de phénotypage a saisi les données dans GEDmatch, un autre site de généalogie qui est devenu un élément clé dans la résolution d'autres affaires non élucidées, y compris les homicides du Golden State. GEDmatch a identifié une personne qui partageait les marqueurs avec le suspect. La correspondance était celle d'un cousin issu de Germain avec une génération d'écart. Un arbre généalogique a ensuite été créé et un processus d'élimination a commencé jusqu'à ce que l'équipe trouve un parent plus proche, un cousin germain. Et cela a ensuite été réduit à un groupe de 3 frères qui ont été placés sous surveillance pendant que les enquêteurs tentaient de recueillir secrètement leurs échantillons d'ADN. À la fin de 2018, Jerry Lynn Burns, identifié grâce à l'ADN recueilli à partir d'une paille en plastique, a été arrêté et interrogé pour l'homicide de Michel Martinko. La même année, il a été inculpé d'homicide au premier degré et en 2020, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 5. Joe Bernick Hill est né dans le Michigan où il a vécu jusqu'à sa disparition. Ce natif de Détroit était un battant. Plus précisément qu'à Tikva Histo, il a étudié le taekwondo et a obtenu sa ceinture noire 2e dan au dojo Tiger Chung. Mais plus important encore, Joe était un père dévoué. Le 1er septembre 1981, la vie des Hill s'est brutalement arrêtée lorsque le jeune homme de 29 ans a inexplicablement disparu, laissant derrière lui une famille en deuil. La police du Michigan a immédiatement commencé à enquêter sur l'affaire et a rapidement retrouvé la Pontiac Firebird 1979 de l'homme disparu. Le véhicule avait été retrouvé 7 jours après que la disparition ait été signalée. Mais il aurait été abandonné plusieurs jours plus tôt dans une station de lavage sur Gracio Avenue où il était resté intact. Joe restait introuvable et aucun indice ou preuve n'a permis d'orienter les enquêteurs sur sa localisation. Au même moment où cette affaire de disparition était en cours, le département de police de Détroit a été appelé sur les lieux d'une scène effroyable dans une décharge du côté est de la ville le 4 septembre de la même année. Et ici, leur attention allait être attirée par le torse d'un inconnu. Les restes, sans signe d'identification, furent classés parmi les affaires non résolues. Quelques années plus tard, avec l'essor des forums et bases de données en ligne, le torse de Détroit est apparu sur des blogs dédiés aux inconnus. Le corps a été enregistré sous le numéro UP 14469 avec des données démographiques indiquant un âge compris entre 18 et 99 ans, une race incertaine, de sexe masculin et un intervalle post-mortem de seulement quelques jours. Le site web indiquait également que le torse masculin se trouvait au 1550 Harper Avenue à Détroit, dans le comté de Wayne. Simultanément, la disparition de Joe était signalée sur plusieurs bases de données, dont le Charlie Project. Individuellement, ces deux affaires se retrouvaient dans des articles sur Reddit et des billets de blog sur WebSleuth, alors que des enquêteurs amateurs sur Internet tentaient de résoudre l'affaire. La description du torse avait été ajoutée sur le site WebSleuth le 11 novembre 2015 par un utilisateur nommé Migmoo, qui expliquait qu'il venait d'apparaître dans la base de données Namus. Rapidement, le même utilisateur, déjà intéressé, a répondu à son propre message avec une correspondance potentielle. Selon la théorie de cet utilisateur, la personne disparue, Joe Hill, correspondait au numéro UP 14469. Migmoo a souligné les différentes similitudes, notamment l'intervalle post-mortem de seulement quelques jours qui correspondait à la description de Joe et à la découverte du torse 3 jours plus tard. Joe avait aussi disparu dans la ville où les restes ont été trouvés. Un acte criminel était également soupçonné dans l'affaire de l'homme disparu, ce qui s'est avéré exact compte tenu des circonstances entourant le corps. 3 ans plus tard, la fille de Joe apparaîtrait sur le blog sous le nom de Here to Help. Elle a expliqué que Migmoo avait raison et que le torse avait été formellement identifié comme appartenant à Joe Hill. Il ne restait plus qu'à déterminer qui était derrière cet acte de violence et pourquoi cet acte avait été commis. Numéro 4. Maribel Ramos, une vétérane de la guerre d'Irak de 36 ans et étudiante à l'Université d'État de Californie à Fullerton, à Santa Ana, en Californie, était décrite comme une personne dynamique et sociable. Maribel étudiait la justice pénale à l'université.
Elle vivait dans une maison avec un colocataire, Casey Joy Kwang-chol, qu'elle avait rencontré après avoir publié une annonce sur Craigslist pour partager les frais. Elle et l'homme de 55 ans sont vite devenus amis, partageant leur amour des chiens. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur statut de colocataire se transforme en une belle amitié. Bien qu'elles partagent des centres d'intérêt, Joy et Maribel étaient différentes. Joy n'avait pas d'amis et était considérée comme très solitaire. La relation est restée platonique jusqu'à ce que l'homme contacte la sœur de son colocataire. Il lui a dit qu'il était attiré par Maribel, mais la sœur a insisté sur le fait que Maribel ne partageait pas ses sentiments. Maribel avait aussi un petit ami à l'époque, Paul Lopez, dont elle était très amoureuse. Elle avait beaucoup de familles et d'amis qui tenaient à elle et étaient constamment en contact avec ses proches, qui ont trouvé étrange qu'elle cesse soudainement de communiquer le 3 mai 2013. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à ses rendez-vous et aux événements prévus dans les jours qui ont suivi, la famille de Maribel s'est naturellement inquiétée pour son bien-être. Ils ont pressenti un problème et contacté la police pour signaler sa disparition. Maribel a été vue pour la dernière fois ce jour-là par des caméras de vidéosurveillance, qui l'ont enregistrée en train de payer le loyer. Ce même jour, elle avait contacté Paul et lui avait parlé d'une dispute impliquant Joy. Apparemment, le colocataire avait refusé de payer sa part du loyer et elle avait insisté pour qu'il parte. Un ami de Maribel comptait utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser à la disparition, pendant que la police enquêtait et lançait des recherches. L'un des forums qui allait évoquer l'affaire était Yelp, où un fil de discussion a commencé avec des théories et des discussions sur ce qui aurait pu arriver à la femme disparue. Un commentateur, ayant noté le comportement du colocataire avec le loyer, s'est demandé s'il avait eu un rôle dans l'affaire. Joy, suivant la discussion, s'est défendue en affirmant qu'ils étaient meilleurs amis et que la police avait déjà fouillé leur appartement. La réponse de Joy à l'accusation était raisonnable et tout semblait normal jusqu'à ce qu'un des commentateurs remarque qu'il utilisait des termes au passé pour décrire la disparition de son ami. Par la suite, les enquêteurs ont commencé à porter une attention particulière à Joy et sont même allés jusqu'à suivre ses activités numériques, y compris son utilisation d'Internet à la bibliothèque. C'est à la fois cette étrange utilisation du passé et ses recherches suspectes qui ont fait de lui le centre de l'enquête. Joy avait effectué des recherches troublantes en ligne, notamment sur le temps qu'il faut à un corps pour se décomposer. Cela ne suffisait pas pour l'arrêter, ils ont donc continué à suivre ses déplacements en temps réel. C'est grâce à cette méthode qu'ils ont vu Joy rechercher des images satellites d'une zone précise du canyon de Mogescu. Il a zoomé sur une zone très précise et désolé que presque personne ne traverserait jamais. Les autorités se sont rapidement rendues à cet endroit précis où elles ont trouvé des restes déjà dans un état avancé de décomposition. Le corps a été identifié comme Maribel grâce au dossier dentaire. Joy a été arrêté et reconnu coupable d'homicide au second degré. Il a été condamné à une peine allant de 15 ans à la perpétuité au centre correctionnel de Soledad, Californie. Ces demandes de nouveaux procès ont été rejetées, et même si les enquêteurs n'ont aucune preuve ADN pour confirmer qu'il avait tué son colocataire. Numéro 3. Reddit possède l'un des forums les plus engagés pour résoudre des crimes en ligne. Le Reddit Bureau of Investigation, RBI, est un fil où les utilisateurs publient des histoires de crimes réels, du vol à l'homicide, espérant que des commentateurs puissent les résoudre. Bien que ce subreddit en particulier ait suscité une certaine controverse après avoir accusé à tort un étudiant d'avoir perpétré l'attentat de Boston, en 2013, il a également aidé dans d'autres affaires d'une certaine manière, souvent dans des cas moins graves. Le RBI a résolu une affaire de vol d'un ordinateur portable coûteux. En 2015, un utilisateur de Reddit sous le pseudonyme de Nash19189 s'est tourné vers le subreddit pour demander de l'aide à la communauté. Il a indiqué qu'un ordinateur portable très cher avait été volé dans leur société à Etna. Une personne inconnue serait entrée dans le bâtiment et aurait pris l'objet irremplaçable. Ils ont réussi à capturer les images de la caméra de sécurité montrant l'individu s'enfuyant dans un véhicule, mais la plaque d'immatriculation n'était pas visible sur les photos. L'auteur du message a demandé à la communauté d'améliorer l'image pour identifier la plaque et arrêter le coupable. Mais l'un des commentateurs qui a vu la publication a fait encore mieux. « Vous avez vu cela à Etna !» a-t-il commenté, expliquant qu'en passant en voiture, il avait aperçu le même véhicule garé au bord de la route. L'utilisateur s'est décrit comme un observateur discret et a trouvé que le véhicule était étrange. Il s'est arrêté, a fait le tour du pâté de maison et a pris une photo du site web. Il a vu cela à Etna et posté une image nette montrant clairement la plaque d'immatriculation dans le fil de discussion. Madge Nashmill 929 a rapidement répondu en s'exclamant que c'était bien la bonne voiture. Tout correspondait, du pneu de secours manquant à la vitre arrière cassée.
Les informations n'ont été transmises aux enquêteurs et par hasard, l'utilisateur ayant publié la demande d'aide était aussi à Etna ce jour-là, sans croiser le véhicule. Il remercia l'homme qui avait photographié ce véhicule qu'il trouvait étrange. Ce scénario a marqué l'une des rares fois où le subreddit Reddit Bureau of Investigation s'est avéré utile. La police pourrait retrouver le coupable et peut-être récupérer l'ordinateur portable coûteux volé, tout cela grâce à un homme derrière son clavier. Numéro 2. En février 2021, le corps sans vie de Daisy Dlao, âgée de 19 ans, a été découvert devant un appartement à Compton, en Californie. Elle avait subi une attaque mortelle avec une lame aiguisée. Un mois plus tard, elle avait mis fin à sa relation avec son petit ami, Victor Sosa, une relation que sa famille décrivait comme abusive. Les amis et la famille avaient remarqué des signes inquiétants dans leur relation, décrivant le comportement contrôlant et les accès de colère de Sosa. Malgré ces alertes, Daisy a tenté d'avancer, sollicitant l'aide de ses proches et se focalisant sur son avenir. Mais Sosa aurait contacté Daisy pour lui demander de le retrouver dans l'appartement familial à Compton, provoquant la rencontre fatidique qui lui coûta la vie. En arrivant sur le lieu de rendez-vous, Sosa l'a attaqué, l'a enroulé dans un tapis et a abandonné son corps à l'extérieur du complexe, la lame aiguisée tachée de rouge posée à côté d'elle. La violence du crime a choqué les enquêteurs, qui ont aussitôt reconstitué la chronologie menant à la mort de Daisy. Il était évident que Sosa avait commis cette agression violente. Les témoignages des témoins et les preuves matérielles laissaient peu de doute quant à sa culpabilité. Le mystère était de savoir où se trouvait l'agresseur après les faits. Avant que le corps de Daisy ne soit retrouvé par les autorités, Sosa s'est enfui et s'est volatilisé, laissant les forces de l'ordre et les proches de Daisy avec des questions sans réponse. La recherche de Sosa a duré des semaines, les autorités suivant chaque piste possible, mais il est resté introuvable. Les proches de Daisy ont refusé d'abandonner et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des images, des vidéos et des descriptions de Victor Sosa sous le hashtag Justice for Daisy, sollicitant l'aide de la communauté pour le retrouver. L'une des plateformes utilisées était TikTok, qui allait jouer un rôle clé dans l'arrestation de l'auteur des faits. Quelqu'un qui a vu les vidéos TikTok a reconnu le suspect et s'est vite rendu compte qu'il s'agissait de la même personne qui travaillait chez Papa's & Beer, un bar et une boîte de nuit à Rosarito qui fonctionne comme un restaurant touristique. Ce renseignement a été inestimable. Grâce à ce commentaire, les enquêteurs ont pu retrouver Sosa qui menait la belle vie à Rosarito comme s'il n'avait rien fait de mal. Sosa avait tenté de se fondre dans la foule de touristes, apparemment indifférents au crime qu'il avait commis. Malgré ses efforts pour fuir, la large diffusion de son image lui rendait l'anonymat de plus en plus difficile. La collaboration entre la communauté en ligne et les autorités a été déterminante pour le traduire en justice. Le 2 juillet, plusieurs mois après l'homicide, l'agresseur a été arrêté et ramené à Los Angeles, où il serait inculpé pour homicide. Il a plaidé non coupable, mais les images de la caméra de sécurité ont permis au tribunal de le condamner pour homicide au premier degré. Numéro 1. Le 17 mai 1968, un homme nommé Wilbur Riddle avançait le long de l'US Route 25 près de Georgetown dans le Kentucky. En cherchant des isolateurs en verre, il est tombé sur une lourde bâche en toile verte enroulée au bord de la route. Après avoir déroulé la bâche semblable à une toile de tente, il trouva un corps à l'intérieur et alerta la police. La personne décédée était une femme âgée de 16 à 19 ans. Les médecins légistes ont noté qu'elle mesurait 1,55 m et pesait entre 50 et 52 kg, et elle a été décrite comme ayant les cheveux châtain-roux. En plus, aucun élément ne permettait aux autorités de l'identifier à l'époque. Elle a donc été enregistrée comme Jane Doe. L'affaire est restée ouverte et non résolue pendant des années. Enfin, le corps a été enterré au cimetière de Georgetown avec une pierre tombale portant les détails de la Jane Doe. L'affaire a été oubliée jusqu'à ce que le premier détective amateur d'Internet, Todd Matthews, la reprenne. Après avoir épousé la fille de l'homme qui avait trouvé le corps de la Jane Doe, Todd Matthews s'est beaucoup investi dans l'affaire. En 1998, Internet connaît un essor grâce aux bases de données publiques et aux sites gérés par des bénévoles sur les personnes disparues et non identifiées. Matthews a minutieusement passé en revue divers rapports et a même créé son propre site web pour sensibiliser davantage le public à cette affaire en particulier. Cette année-là, en parcourant souvent un forum sur les disparus, Matthews découvrit une affaire à Lexington, Kentucky, à 15 miles de Georgetown.
La description avait été publiée par la famille Ackman, qui relatait la disparition d'une jeune parente mariée, disparue à la fin de l'année 1967. La femme disparue, Barbara Ann Ackman-Taylor, vivait à Lexington avec son mari et sa fille en bas âge au moment de sa disparition. Matthews a examiné les détails de la disparition, comme le lieu, la période, l'âge et l'apparence de Barbara, et a relevé des similitudes avec la dépouille non identifiée. Il a rapidement pris contact avec la famille, et ensemble, ils ont correspondu avec les autorités compétentes. En comparant une photo d'autopsie avec des photos de famille, ils ont pensé que le corps resté non identifié toutes ces années était celui de Barbara. Les enquêteurs allaient organiser l'exhumation du corps du cimetière et prélever de l'ADN pour l'analyse. La comparaison de l'ADN avec celui des Ackman survivants a confirmé une correspondance. La Jane Doe était Barbara Ann Ackman-Taylor, l'épouse de George Earl Taylor, qui est devenu le principal suspect dans ce qu'il considérait comme un homicide. Au moment où ces indications ont été faites, George était déjà décédé. Barbara a été réanimée au cimetière de Georgetown, et une autre pierre a été placée sous la pierre tombale d'origine, indiquant son nom, sa date de naissance et l'inscription « Mère, grand-mère et sœur aimante ». Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns, à bientôt dans la prochaine vidéo.